Alors, dans le premier exercice, on vous parle d'une action de Société Générale qui passe de 28,76 euros à 15,9 euros entre le 11 novembre 2019 et le 11 novembre 2020. La première question, c'est déterminer le taux d'évolution de cette valeur entre le 11 novembre 2019 et le 11 novembre 2020. Donc, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est je calcule le taux d'évolution avec la formule que je connais depuis le début d'année, voire plus longtemps, suivant la filière que vous aviez suivie avant. C'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc, le prix d'arrivée moins le prix de départ divisé par le prix de départ, la valeur de départ. Donc, 28,76. Ça, si vous prenez votre calculatrice, ça vous donne 15,9 moins 28,76 divisé par 28,76. Ça vous donne moins 0, alors je vais arrondir à deux chiffres après la virgule une fois que je suis en pourcentage. Donc, ça m'oblige à garder 4 chiffres. Le cinquième étant un 4, le quatrième reste un 1. Je n'arrondis pas à 2. Et donc ça, le taux d'évolution, il est donc de moins 44,71%. C'est donc une baisse de 44,71%. La deuxième méthode, que certains préfèrent, c'est pour calculer le taux, de d'abord calculer le coefficient multiplicateur qui était là, sachant qu'il est égal à 1 plus le taux. Donc si j'arrive à le trouver, en lui retirant 1, je trouverai le taux. Donc pour trouver par combien j'ai multiplié 28,76 pour arriver à 15,9, il suffit que je divise 15,9 par 28,76. Donc le coefficient multiplicateur, il peut être calculé comme ça, 15,9 sur 28,76. Dans ce cas-là, ce que vous allez trouver 0, donc environ 0,5529. Et donc si à ce nombre C, vous retirez 1 pour obtenir le taux, puisque C c'est 1 plus le taux. Donc, vous aurez que le taux est en fait égal à donc 0, environ égal à 0,5529 moins 1. Et vous allez retomber sur ce qu'on avait ici, c'est-à-dire moins 0,4471, qui correspond donc à une baisse de 44,71%. Donc pour la question 2, c'est toujours avec la même évolution. Et donc je vous rappelle que le taux d'évolution ici, il est de moins 0,4471 quand on arrondit à 4 chiffres après la virgule. On nous dit quel a été le taux d'évolution mensuel moyen sur la période du 11 novembre 2019 au 11 novembre 2020. On nous parle d'un taux mensuel moyen. Donc ça veut dire que sur un an, il y a eu combien d'évolutions mensuelles? Il y en a eu 12 puisqu'il y a 12 mois dans une année. Donc pour calculer le taux moyen mensuel, je vais appliquer la formule qui est de 1 plus le taux global, c'était la baisse de 44,71%, que je vais mettre à la puissance 1 sur le nombre d'évolutions. Donc moi, vu que c'est un taux mensuel, en une année, j'ai eu 12 évolutions mensuelles. Et à cela, je retirerai 1. Ce qui me donne 1 plus moins 0,44, donc je peux directement l'écrire. 1 moins 0,4471. Ça, au final, c'est C. Cette partie-là, c'est le C qui est ici. Puissance 1 sur 12 moins 1. Je prends ma calculatrice, j'écris ce calcul. Donc, ça me donne 1 moins 0,4471 puissance 1 sur 12 moins 1.
ça me donne moins 0,0481. Et le chiffre d'après, c'est un 8. Du coup, moi, comme je vois 4 chiffres après la virgule, j'arrondis le 1 à 2. Voilà, donc ça, c'est mon taux moyen. Ça veut dire que en moyenne, mensuellement, on a une baisse de 4,82%. Donc, ici, c'est environ égal, mon taux moyen, à moins 4,82%. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 28,76 et que je lui applique 12 baisses successives de 4,82%, j'obtiendrai au bout des 12 baisses successives, j'obtiendrai 15,9. C'est-à-dire qu'une baisse globale de moins 0, de 44,71% sur un an, c'est équivalent à une baisse chaque mois de 4,82%. Dans la question 3, on me dit quel devrait être le taux d'évolution de la valeur de l'action Société Générale pour qu'elle retrouve sa valeur d'avant-crise, c'est-à-dire sa valeur au 11 novembre 2019. Donc actuellement, elle vaut 15,9 € au 11 novembre 2020 et on voudrait savoir comment elle doit évoluer par la suite pour revenir à la valeur de 28,76 €. On est donc en train de parler d'une évolution réciproque, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'elle revienne à sa valeur initiale. Donc, on est sur le calcul d'un taux réciproque. Pour calculer un taux d'évolution réciproque, je commence par calculer le coefficient multiplicateur réciproque, CR, et je lui retirerai 1 pour trouver le taux. CR, je vous rappelle, quand je reviens en arrière, eh bien, CR vaut 1 sur C. On avait fait le petit schéma en classe. Pour revenir, je dois multiplier par 1 sur C, puisqu'en fait, je dois diviser par C, ça revient multiplié par 1 sur C. Donc là, mon coefficient ici vaut 1 sur C. Donc CR, coefficient réciproque, donc R comme réciproque, c'est égal à 1 sur C, c'est-à-dire 1 sur, alors C c'est quoi? C'est 1 plus le taux, donc c'est 1 moins 0,4471, ce qui me donne environ, alors 1 divisé par 1 moins 0,4471, ça va environ 1,86. Et donc, il va falloir que je retire 1 au coefficient multiplicateur pour obtenir le taux. Donc, le taux de l'évolution réciproque, pour revenir du coup à la valeur de départ, c'est égal à CR, à qui je dois retirer 1, ce qui donne environ 1,8086 moins 1, ce qui nous donne 0,8086, ce qui nous donne un taux de 80,86%. Donc ça veut dire qu'il faudra à l'année suivante, pour revenir à la valeur de départ, il faudrait une augmentation de la valeur de l'action de 80,86%. Donc il faudrait une augmentation de 80,86% pour revenir à la valeur de l'action qu'elle avait avant la crise. Donc vous voyez, ça a baissé pendant la crise, pendant l'année de la crise, ça a baissé de 44,71%. Et pour repasser à la valeur de départ, il faudra qu'elle augmente de 80,86%. Dans l'exercice 2, on me donne un extrait du site de Pôle emploi sur les statistiques des demandeurs d'emploi.
Et dans la première question, donc je vous laisse lire l'énoncé, hein, on vous dit qu'il y a des demandeurs d'emploi, on vous dit qu'il y en a un certain nombre qui sont de catégorie A et d'autres qui sont de catégorie B et C, et on vous donne à chaque fois les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes dans cette situation. Et on vous demande la proportion de personnes en catégorie A parmi les demandeurs d'emploi inscrits au troisième trimestre 2020. Donc le troisième trimestre 2020, c'est l'article, hein. Donc dans l'article, on vous dit qu'au troisième trimestre 2020, il y a, alors je note ça P parce que c'est la proportion de demandeurs d'emploi de catégorie A, l'article me dit qu'il y a 3 673 400 personnes. 3 673 400 personnes qui sont dans la catégorie A, hein, c'est marqué dans la toute première, dans le premier paragraphe. Et donc ça, c'est parmi combien d'inscrits à Pôle emploi? On vous dit que le nombre d'inscrits, c'est 5 783 800 personnes. Donc ça va me donner la proportion d'inscrits en catégorie A par rapport au nombre d'inscrits total. Donc on tape ça sur la calculatrice, 3 673 400 divisé par 5 783 800. Et on trouve, donc pareil, j'arrondis à 4 chiffres après la virgule, 0,6351. Donc ce qui nous fait une proportion de 63,51%. Donc cela représente 63,51% des inscrits. Donc il y a 63,51% des inscrits à Pôle emploi qui sont en fait des demandeurs de catégorie A. Donc on vous décrivait ce que c'était de catégorie A, c'est que en fait ce sont des personnes sans emploi. Et on vous dit que les catégories B et C, c'est en fait des personnes avec une activité mais qui est réduite. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question 2? On vous rappelle une des phrases du rapport qui dit: le rapport dit que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmente de 9,5% en un an. Quel était le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A il y a un an? Alors, si on fait le petit schéma, ce qu'on connaît nous, c'est actuellement le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire les 3 673 400 personnes. Et on vous dit que ça correspond à une hausse de 9,5% sur un an. Ça veut dire que la valeur qui était là il y a un an, augmentée de 9,5%, nous donne la valeur actuelle. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai un taux qui correspond à 9,5%, un taux d'évolution. Donc je peux tout à fait calculer le coefficient multiplicateur qui se trouve ici, puisqu'il vaut 1 plus le taux. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 1 plus 9,5%, ce qui donne 1,095. Donc ça, c'est mon coefficient multiplicateur. Et donc j'aimerais bien savoir quelle était la valeur qui était ici. Donc j'ai deux méthodes. Moi, je vais en faire qu'une. C'est que pour repasser comme ça en sens inverse, si pour passer de là à là, j'avais dû multiplier par 1,095, pour passer de là à là, donc deux méthodes, soit je divise par 1,095, soit je multiplie par 1 sur 1,095, ce qui revient exactement au même. Multiplier par 1 sur 1,095, ça revient tout simplement à diviser ce nombre par 1,095. Donc quoi qu'il en soit, mon calcul pour trouver le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A il y a un an, c'est, donc ce nombre, je vais l'appeler N. Ce nombre N, ça va être quoi? Ça va être 3 673 400 que je vais diviser par le coefficient multiplicateur, ce qui revient à multiplier par 1 sur ça, donc sur 1,095.
0,95. Je vais faire mon calcul. Donc 3 673 400 divisé par 1,095. Ça me donne, donc on va arrondir hein, bien sûr puisque c'est un nombre de demandeurs d'emploi. Donc 3 354 703. Et je vais arrondir à 703 puisque derrière c'est 196 mon calcul. Donc là je suis plus proche de 3 354 703 que de 3 354 704. Donc ça veut dire que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A il y a un an, c'est ce nombre-là. Donc je vous laisse faire la petite phrase. Dans l'exercice 3, on vous parle de l'indice de référence des loyers. Et donc, je vous cite les sources dans lesquelles je suis allé chercher ces valeurs. On vous dit l'indice de référence des loyers sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires. Donc tout est dit. En gros, quand vous êtes en location quelque part, eh bien tous les ans, le propriétaire peut augmenter votre loyer, mais tout ça c'est réglementé. Il ne peut pas vous augmenter de 20% s'il a envie de vous augmenter de 20%. Donc tout ça c'est géré avec ce fameux indice de référence des loyers. On vous donne un tableau avec les différentes évolutions. Hop, le tableau apparaît comme par magie. Donc à chaque fois ici, j'ai les évolutions par rapport à l'année précédente. Par exemple en 2017, ici, c'est l'évolution par rapport à 2016. Le nombre qui est là, c'est l'évolution en 2018 par rapport à 2017, 2019 par rapport à 2018, et ainsi de suite. Donc on vous demandait quel est le taux d'évolution global sur les 4 années exposées. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez votre indice qui évolue de 2016 à 2017. Puis on pourrait l'écrire 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Voilà, donc il a évolué 4 fois de suite. À chaque fois, ici, je connais le taux d'évolution. Donc, si mon taux d'évolution, par exemple, de 2016 à 2017 est de 0,80, eh bien, il faut que je multiplie ici par un coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus ce taux, c'est-à-dire par 1,008. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver ce 1,008, vous faites 1 plus et vous réécrivez ça. 0,8 sur 100. Voilà, vous allez trouver ce nombre. Après, on fait pareil avec celui-là. De 2017 à 2018, je dois donc multiplier par 1 plus 1,25%, ce qui va me donner 1,0125. Pour celui-là, 1 plus 1,53%, ce qui va me donner 1,0153. Et ici, 1,0066. Du coup, moi, ce qu'on me demande, c'est le taux d'évolution global. Donc, multiplié par ces 4 nombres, ça revient à multiplier par un nombre C, que des fois on note CG comme coefficient multiplicateur global. Ce coefficient multiplicateur global, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut la multiplication des 4 autres. Donc, ça vaut 1,008 fois 1,0125 fois 1,0153 fois 1,0066. On va calculer ce que c'est tout en arrondissant. Donc ça donne 1,008 fois 1,0125 fois 1,0153 fois 1,0066. Si je ne me suis pas trompé en tapant sur ma calculatrice, ça donne 1,04 30 et après c'est un 5, mon cinquième chiffre. Du coup, le 0 devient 1 ici. Voilà. Donc ça, c'est mon coefficient multiplicateur global. Mais moi, la question, c'était quel est le taux de l'évolution. Donc au coefficient multiplicateur, je dois retirer 1. Donc mon taux global,
vaut CG moins 1, le coefficient global à qui je retire 1, ce qui donne 1,0431, puisque c'est ce que j'ai trouvé pour CG moins 1, ce qui nous donne 0,0431, ce qui équivaut à une hausse de 4,31%. Donc ça veut dire que si votre propriétaire, si vous avez loué un bien à partir de 2016 et que vous êtes encore dedans en 2020, votre propriétaire avait le droit d'augmenter votre loyer. La première année de 0,80%, la deuxième, etc. S'il a fait toutes ces augmentations-là, il vous aura augmenté en tout votre loyer de 2016 à 2020 de 4,31%. Alors votre propriétaire n'est pas obligé de faire ces augmentations, mais s'il les a toutes faites, il vous aura finalement augmenté globalement votre loyer de 4,31%. Alors, ce dernier exercice, il est sur les indices baissants. Donc, on vous donnait un tableau qui n'était pas complet. C'était le prix au mètre carré dans un centre-ville. Le prix d'achat d'un mètre carré dans un logement en centre-ville. On nous disait que en 2017, le prix au mètre carré était de 3 450 € dans ce centre-ville. En 2018, 3 630. On nous a dit que ici, l'année de référence, c'était pour ma base 100, c'était 2017, c'est-à-dire que je dois mettre 100 dans l'indice pour 2017. Là, c'est à compléter, là, c'est à compléter, et là, c'est 123. Alors, pour trouver ce qui va dans cette case, eh bien, on pratique l'égalité des produits en croix. Donc, je vous avais dit, il faut que vous voyez sa forme ici, un carré. Vous multipliez les deux valeurs qui sont dans la diagonale où il y a toutes les informations, donc 100 fois 3630, et vous divisez par la valeur qui est dans la diagonale où il manque une information. Donc ça me donne la valeur qui est ici, vaut 100 fois 3630 sur 3450, ce qui est égal à 105,22. J'arrondis parce qu'en fait c'est 21 et après il y a un 7. Donc le 7 fait que j'arrondis à 22. Alors ici j'arrondis qu'à 10 moins 2 près. Parce que je suis sur des indices, ça ne me sert à pas grand chose d'aller voir à 4 chiffres après la virgule. Donc ici la valeur qui manquait c'est 105,22. Donc comment ça se lit? Ça se lit qu'en fait j'ai eu une augmentation de 2017 à 2018 de 5,22%. Comment je trouve la valeur qui est là? Alors vous avez le choix. Soit vous allez vous servir de ce carré-là. Et vous allez faire diagonale pleine, multiplication, divisé par celle où il manque la valeur là-haut. Donc 3630 fois 123 divisé par 105,22. Le problème, c'est que le 105,22, vous avez vu, je l'ai arrondi. C'était pas 0,22, c'était 0,21, 7, etc. Il y avait d'autres chiffres. Donc si je veux éviter de faire des calculs d'arrondi, eh bien, je fais comme si cette colonne n'existait pas et que en fait, j'avais devant moi le carré formé de cette valeur, celle-là, celle-là et celle-là. Dans ce cas-là, j'ai une diagonale pleine qui est de 3450 fois 123 et je vais diviser par 100. Donc 3450 fois 123, donc j'utilise L, L, L et L. Donc ça fois ça divisé par ça. Donc ça fait 4243,5. Donc ça veut dire que la valeur du loyer, si l'indice en 2019 c'était 123, en fait, le prix au mètre carré de l'achat d'un logement serait en 2019 de 4243,5 €. Voilà qui vient conclure cet entraînement.